y a deux grandes méthodes que vous pouvez utiliser. Celle que j'ai présentée la dernière fois sur l'expérimentation d'une pratique. Et l'autre, la première, elle est plus sciences de l'éducation, on va dire, dans la, je sais pas comment dire, les chercheurs qui font ça. Et l'autre grande méthode que je vous présente là, c'est plus sociologie de l'éducation. Et c'est étudier comment les gens vivent les choses, qu'est-ce qu'ils ressentent, quelles sont leurs motivations, etc., etc. Et donc la méthodologie, alors c'est pas coupé la méthodologie, mais bon, pour l'expérimentation, la méthodologie principale, c'est l'observation, qu'on va compléter avec, on peut faire des entretiens, on peut faire des questionnaires, mais ça complète quelque chose qui globalement est centré sur l'observation. Là, la méthodologie principale, c'est les entretiens, les questionnaires. Donc le plan, je vais essayer de vous présenter en fait des recherches qui ont utilisé cette méthodologie pour vous donner une idée de à quoi ça sert, de comment les gens font, pour vous inspirer et ouais, essentiellement pour vous inspirer, vous montrer un peu comment on l'utilise et quels résultats elle peut donner. Donc je vais parler des recherches sur le ressenti, sur la motivation, le vécu des anciens et les types aussi de questionnaires pour mieux connaître comment les gens agissent. C'est un découpage assez arbitraire que j'ai fait. Je l'ai fait en fonction de recherches que j'avais envie de vous présenter et de choses que je pense que vous pourriez faire concrètement vous-même, surtout. Donc, évidemment, la première idée, quand on veut travailler sur ce que les gens pensent, c'est de travailler sur le ressenti. Alors, le truc de base qu'on peut faire, c'est faire un questionnaire et demander aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux acteurs, soit aux enseignants, soit aux élèves, soit aux parents, soit aux inspecteurs, enfin aux personnes sur lesquelles vous avez envie d'enquêter, comment ils ressentent les choses. Et c'est généralement une méthodologie qu'on utilise en complément d'autres méthodologies. Alors, premier exemple que je peux vous donner, j'ai mis Soutenance 2024 numéro 1 parce que à un moment je vous proposerai de regarder des vidéos de soutenance que j'ai filmées. Et du coup, ça c'est la numéro 1 2024. Voilà, vous pourrez la voir. Donc c'est un trait sur les jeux mathématiques au cycle 2 et les élèves en difficulté. Donc il y avait une méthodologie assez complexe avec des expérimentations, des entretiens avec les enseignants, des entretiens avec les élèves et des entretiens particulièrement avec les élèves en difficulté. Et tout ça en comparant différents types de jeux. Ce que les uns et les autres pensaient, comment ils réagissaient, etc. à différents types de jeux. Et dans tout ça, elle demande notamment, mais c'est une chose parmi d'autres, à chaque fois qu'elle expérimente un jeu nouveau, elle leur demande s'ils ont aimé ou pas aimé. Mais c'est très basique. Un autre exemple, c'est le mémoire de Christelle Huard qui est aussi sur le Padlet, qui est sur les ateliers Montessori en maternelle, la mise en place. Et là, c'est pareil, dans tout un ensemble de choses, elle va demander aux enseignants quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et elle va comme ça, voilà. Alors du coup, leur difficulté, c'est la prise en compte des rythmes de l'enfant, d'arriver à faire de la différenciation pédagogique, etc. etc. Ça, c'est le niveau 1, on va dire. C'est vraiment la base quand on travaille sur le ressenti. Si on veut faire quelque chose de plus complexe et de plus intéressant, il faut comparer le ressenti de plusieurs acteurs. Quand je dis acteurs, c'est toujours enseignants, élèves, parents, généralement. Alors, je vous donne un premier exemple. C'est un mémoire sur la classe dehors et sur comment les uns et les autres le ressentent en maternelle. Donc, c'est un mémoire qui a été fait ici, avec moi. Elle a comparé 4 classes. Elle a distribué des questionnaires aux parents et aux enfants. Et vous voyez ce qu'elle... et elle trie ensuite, donc ça montre les réponses positives. Par exemple, les effets positifs les plus observés, c'est la réduction du bruit,
et c'est la motivation des enfants. Et ça, c'est les effets positifs. Les effets négatifs les plus observés, c'est qu'il y a quelques élèves qui n'ont pas envie de sortir, mais vraiment pas beaucoup. Quelques parents qui ont besoin d'être rassurés. Le mauvais temps, les vêtements non adéquats. Bon, et les enfants difficiles à gérer dehors. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est surtout le mauvais temps, en fait, le plus important problème de la classe dehors, quoi. Elle travaille aussi par un questionnaire distribué aux parents avec des réponses ouvertes, on peut dire des réponses ouvertes ou des réponses fermées dans le questionnaire. Et vous voyez par exemple, est-ce que votre enfant apprécie, est-ce qu'il est motivé, est-ce qu'il se sent plus ou moins à l'aise, etc. Et petit c, moi je trouve que ce qui donne finalement avec cette méthodologie les résultats les plus intéressants, c'est quand on compare le ressenti de différents acteurs et qu'on utilise des entretiens. Parce que, comme vous voyez, on peut faire ce type de travail avec des questionnaires fermés, des questionnaires ouverts, avec des questions ouvertes, ou des entretiens. Et ça, j'aime beaucoup cette recherche, parce que je la trouve originale, et il y a très peu de gens qui travaillent dessus. Elle est vieille, elle a 20 ans, je n'ai pas trouvé autre chose depuis. Elle a travaillé sur le cours ennuyeux. Et elle s'est demandé comment les élèves vivaient l'ennui en cours. Donc elle a été dans 3 lycées pour faire sa recherche. Elle a observé les élèves en classe, elle a repéré ceux qui avaient l'air de s'ennuyer, parce qu'il fallait bien savoir. Et elle a fait des entretiens avec eux et avec leurs enseignants. Et évidemment, elle ne leur a pas demandé, elle leur a pas dit, j'ai vu que vous aviez l'air de vous ennuyer, c'est pas comme ça qu'on pose une question. Elle leur a dit, seriez-vous d'accord pour parler d'un moment particulier du cours où vous avez adopté telle attitude? C'est un peu plus, vous voyez, un peu plus général. Et elle leur a fait parler sur leur ressenti de ce cours. Et sur aussi qu'est-ce que ce serait un cours idéal. Et elle a comparé en fait ce que disaient les élèves et ce que disaient les enseignants. Voilà une méthodologie que je trouve intéressante. Et je vous donne un deuxième exemple, qui est aussi un mémoire que j'apprécie beaucoup. Alors, c'est un mémoire aussi assez ancien. C'est un enseignant freinet. Il a travaillé, il a enquêté auprès de 10 familles. Donc c'est un enseignant freinet dans une école freinet, une école entièrement freinet. Il y en a un petit nombre en France, comme l'école de Mont-Saint-Barral, mais celle-là elle est en Bretagne. Et donc il a pris 10 familles, 5 familles d'enfants en difficulté, 5 familles d'enfants plutôt en réussite. Et il n'a pas fait exprès, mais il a dit que ça se recoupait avec 5 familles de classe moyenne et 5 familles de milieu populaire. Et il leur a demandé, il a fait des entretiens sur comment ils vivaient l'école, le travail scolaire, qu'est-ce qu'ils en pensaient, enfin des entretiens ouverts comme ça. Et ces conclusions, je les trouve très intéressantes. D'abord, il dit qu'ils n'ont pas la même relation à la pédagogie freinée. Globalement, les parents de milieu populaire ne sont pas très d'accord avec cette pédagogie. Ils trouvent que les enfants s'amusent, qu'ils ne travaillent pas assez, etc. Enfin, ils ont plutôt des critiques. Alors que les parents de classe moyenne sont plutôt complètement d'accord, disent que les enfants de classe moyenne n'ont pas le même rapport à la pédagogie freinée. Et ils n'ont pas le même rapport aux devoirs. En fait, il n'y avait pas de devoirs dans cette école, quasiment pas. Et il a trouvé que les parents de classe populaire faisaient faire du travail à la maison à leurs enfants, leur faisaient faire des devoirs, alors que c'était les enfants les plus en échec à l'école, les plus en difficulté. Et que les parents de classe moyenne ne faisaient pas faire de devoirs ou de travail en plus aux enfants à la maison, et c'était les enfants les plus en réussite scolairement. Donc ça, je trouve c'est intéressant parce que c'est quelque chose auquel spontanément on ne s'attend pas en fait. On s'attend à ce que les parents qui fassent travailler leurs enfants réussissent mieux, alors qu'en fait ils réussissent moins bien.
Donc voilà, je trouve que c'est une recherche intéressante parce que il a trouvé des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et souvent, les entretiens, ça permet ça. Voilà.